Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente de l'association Polygone, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, chers amis, au nom de l'Université Jean Moulin, je souhaite vous dire qu'en voyant cet amphithéâtre plein, en présentiel comme on dit maintenant, je suis un président d'université heureux. Nous amorçons le début d'un retour à une vie normale. Et je veux remercier très chaleureusement l'association Polygone d'avoir eu le volontarisme d'organiser ce colloque durant toute cette semaine sur la question de la société face au terrorisme, dans un contexte qui était loin d'être facile. Merci vraiment. Alors notre devoir à l'université est bien évidemment de former à des disciplines, de former à des métiers. Mais c'est aussi d'éveiller les consciences, de faire des citoyens conscients et actifs, et pour reprendre l'invitation célèbre de Ferdinand Buisson, de faire des républicains. Votre présence parmi nous, Monsieur le Premier ministre, parmi nos étudiants, est un honneur et une évidence. Vous avez été le ministre de l'Intérieur qui a dû affronter la période meurtrière des attentats islamistes de 2015 et de 2016, à Charlie Hebdo, à Montrouge, à l'Hypercacher, à Saint-Quentin-Fallavier, au Stade de France, sur les terrasses de Paris ou au Bataclan. Cette litanie, infiniment douloureuse, à égrener, rappelle, s'il était encore besoin, la violence et la répétition de la violence qui ont frappé notre nation. Elle nous rappelle aussi ce que le terrorisme islamiste a voulu abattre, notre liberté. À travers toutes ces victimes, c'est notre liberté qui a été mutilée et prise pour cible dans ce qu'elle a d'essentiel, de symbolique et de plus prometteur. Au sein de notre devise républicaine, la liberté est une valeur cardinale de l'université. Nous sommes ici, à l'université, dans un lieu de liberté. Nos traditions universitaires sont celles du débat, de la liberté absolue de conscience. Nous sommes attachés au pluralisme des opinions et à l'émancipation des individus par la connaissance. Nous faisons vivre ici le contraire de l'obscurantisme et du totalitarisme, voulu par le terrorisme islamiste. Nous prenons notre part à la lutte contre ces radicalités, contre un islamisme qui défigure et asservit la religion qu'il prétend défendre. Nous avons été parmi les premières universités en France à répondre aux besoins essentiels en matière de formation à la laïcité, notamment à destination des aumôniers et des imams, mais aussi des agents des administrations issus de la fonction publique de l'État, hospitalière, pénitentiaire, éducative ou encore territoriale. Dans quelques semaines, nous allons rejoindre l'Institut français d'islamologie pour continuer ce travail de raison. Nous apportons notre pierre à l'édification des consciences et aux enjeux auxquels la société doit faire face et où l'expertise de nos juristes, de nos historiens, de nos philosophes est essentielle. Notre société est aujourd'hui engagée dans un combat qui est aussi et surtout un combat de la raison, un combat des idées, un combat des valeurs. Nous sommes ici, Monsieur le Premier ministre, déterminés à le mener à notre niveau. C'est notre responsabilité. C'est aussi une manière pour nous d'être fidèles à notre source, à celle de Jean Moulin, à l'instar de ce qu'il livrait avec sincérité en tant que préfet lors de la première session du Conseil général d'Eure-et-Loir le 8 mai 1939. Je cite : « Il est des heures où servir son pays, à quelque poste que ce soit, a un tel caractère d'impérieuse obligation que c'est tout naturellement et avec enthousiasme que les hommes de bonne volonté trouvent les forces nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. » C'est la raison pour laquelle nous sommes d'autant plus honorés d'accueillir, à travers vous, Monsieur le Premier ministre, un grand serviteur de l'État, autant qu'un homme qui sait ce que sont ces impérieuses obligations imposées par les circonstances et les épreuves. Merci pour votre présence et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon colloque. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ce discours d'ouverture. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette 4e et dernière conférence de ce colloque Polygone, qui aura donc traité de la problématique de la société face au terrorisme. Pour cette dernière conférence, nous avons l'immense honneur d'accueillir Monsieur Bernard Cazeneuve pour aborder la question de la prévention et de la réponse politique aux risques terroristes. Monsieur Cazeneuve, bonjour. Bonjour.
Vous avez été juge titulaire à la CJR de 1997 à 2002. Vous avez exercé plusieurs mandats d'élu dans la Manche jusqu'en 2012, où vous êtes nommé ministre délégué aux Affaires européennes, puis au budget. Vient ensuite votre entrée à Beauvau à partir de 2014. Enfin, c'est en décembre 2016 que vous êtes nommé Premier ministre jusqu'en 2017. À la suite aux fonctions ministérielles, vous rejoignez le cabinet Auguste Debouzy en tant qu'avocat associé, et vous présidez actuellement le conseil d'administration de Sciences Po Bordeaux. Vous avez passé à la place Beauvau et à Matignon. Ces années vous ont permis d'être confronté aux plus hautes responsabilités de l'État en faisant face à de multiples crises, notamment avec différentes vagues d'attaques terroristes, qui ont marqué la France, notamment dans sa conception sécuritaire et préventive. À l'occasion de la sortie de votre nouveau livre, Le sens de notre nation, vous décrivez les enjeux de la pratique du pouvoir, notamment dans le contexte qui était celui de la France sous le quinquennat de M. Hollande. Pour expliquer votre expérience politique, nous revenons au jour du 14 novembre 2015, où l'état d'urgence est déclaré par décret du président de la République. Vous êtes alors ministre de l'Intérieur. À ce moment-là, quels sont vos objectifs immédiats pour apporter une réponse politique au terrorisme ? Bien, d'abord, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers étudiants, permettez-moi de vous dire le très grand plaisir que j'ai de vous retrouver ici à Lyon pour cette séance que vous avez décidé de consacrer à la prévention et à la lutte contre le terrorisme dans le cadre d'un colloque dont je comprends qu'il vous a conduit tout au long de la journée à aborder avec d'éminents interlocuteurs et spécialistes des questions qui touchent à la prévention et à la lutte contre le terrorisme. J'ai été effectivement ministre de l'Intérieur pendant 3 ans. Je suis arrivé place Beauvau le 2 avril 2014. J'ai quitté la place Beauvau un petit matin de décembre 2016, au tout début du mois de décembre 2016. Et pendant les 2 ans et demi où j'ai été en poste comme ministre de l'Intérieur, notre pays a été confronté à une vague d'attentats sans précédent. Le président de l'université les a rappelés. Ces attentats ont été pour le pays et la nation comme autant de blessures et ont plongé l'ensemble de nos concitoyens dans un sentiment que nous avions les uns et les autres en partage et que ceux qui dirigeaient le pays éprouvaient aussi et qui a le nom de chagrin. Lorsque, un matin de janvier 2015, mon directeur de cabinet entre dans mon bureau alors que je discute avec les responsables de la Ligue des droits de l'homme d'un certain nombre de dispositions législatives qui ont été prises en novembre 2014 et qui ont institué des mesures de police administrative destinées à empêcher le départ sur les théâtres d'opérations terroristes de jeunes compatriotes français ou qui ont permis de bloquer les sites qui appellent et provoquent au terrorisme. J'évoque avec les responsables de la Ligue des droits de l'homme venus m'interpeller sur le caractère, à leurs yeux, liberticide de ces mesures, sur ce qu'est la nature du risque terroriste qui se présente à nous et sur la meilleure manière de parvenir à y faire face sans remettre en cause, autant que faire se peut, et même si c'est possible, sans remettre en cause jamais les libertés fondamentales, mais en faisant en sorte que par des politiques préventives, nous puissions éviter que les attentats ne nous frappent et que par conséquent, en raison de la violence de ces attentats, nous soyons dans l'obligation de mettre en place ce que la théorie des circonstances exceptionnelles, nous en parlions avec le président tout à l'heure, peut contenir de mesures de police administrative. Et au moment où nous évoquons ces sujets, dans un débat extrêmement riche et apaisé avec le président de la Ligue des droits de l'homme, mon directeur de cabinet entre dans mon bureau et me dit « Il y a une fusillade qui vient de se produire au siège de Charlie Hebdo. On nous indique qu'il y a de nombreuses victimes et il s'agit vraisemblablement d'un attentat à caractère terroriste. » Je demande à ce moment-là aux responsables de la Ligue des droits de l'homme qui assistent en direct à cet échange entre mon directeur de cabinet et moi-même de bien vouloir accepter que je quitte notre échange pour me rendre sur les lieux. Et là, j'éprouve un sentiment que je vous livre, qui est le sentiment de l'échec. Car lorsque vous avez mobilisé beaucoup d'énergie à la tête d'une administration pendant des mois pour éviter qu'un événement de ce type ne se produise et qu'il se produit malgré tout, et que vous êtes dans la responsabilité du ministère de l'Intérieur, vous avez le sentiment de l'échec. Et si je parle de chagrin, c'est parce que lorsque je me suis rendu au siège de Charlie Hebdo pour
y rencontrer le préfet de police de Paris et y attendre le président de la République qui devait nous rejoindre. J'ai vu sortir du siège de Charlie Hebdo ceux qui avaient échappé à cette tuerie. Et j'ai vu à ce moment-là l'état dans lequel ils se trouvaient et ce que les mots qu'ils exprimaient signifiaient de terreur, d'effroi et de peine. Et c'est à ce moment-là, sur les lieux, que j'ai éprouvé ce sentiment de chagrin, que j'ai vu se déployer dans les jours et les semaines qui ont suivi à l'occasion de chaque attentat partout dans le pays, et notamment avec une dignité qui était très emblématique de ce qu'est notre pays, lorsqu'il montre sa capacité à demeurer debout malgré les épreuves, dans la grande manifestation du 11 janvier, où des milliers de Parisiens, mais aussi de Français dans les villes de France, étaient aux fenêtres des immeubles, disant leur attachement à la République, à ses principes universels, à ses valeurs, et saluant les policiers aussi pour le travail qu'ils avaient accompli. Comment est-ce qu'on fait pour prévenir le terrorisme quand on est dans cette responsabilité et que l'on perçoit, lorsque les premiers attentats surviennent, ce choc que j'ai essayé de décrire en quelques mots? D'abord, il faut rehausser les moyens des services de police et de renseignement. Je n'ai pas l'intention, dans cette université de droit, de faire de la politique. D'ailleurs, il ne vous aura pas échappé que, pour avoir fréquenté beaucoup ce que la politique peut offrir de mauvais travers, je me suis mis à distance de la chose publique depuis 2017, et que ce n'est pas dans une université où la pensée est toujours privilégiée que je vais me mettre à évoquer les sujets de la politique dans ce qu'elle peut représenter pour moi de plus désagréable. Mais sans entrer dans les travers de la politique, il y avait eu, et je peux en comprendre d'ailleurs les raisons, je ne formule là aucune critique, je fais simplement un constat, une diminution très forte des services de police, enfin des moyens de la police au moment de la révision générale des politiques publiques, puisque les services de police et gendarmerie avaient perdu près de 13 000 emplois, les services de renseignement d'ailleurs aussi. Une réforme avait été faite des services de renseignement, je ne sais pas si vous avez suivi ça, si vous êtes intéressé à ces questions à l'occasion de vos cours, mais la direction de la sécurité du territoire, la sûreté du territoire, la DST avait fusionné avec les renseignements généraux, faisant perdre énormément de capteurs au renseignement territorial, ce qui était pour un ministre de l'Intérieur qui a besoin du renseignement territorial pour identifier les signaux faibles qui peuvent éventuellement révéler des risques terroristes, un problème. Et puis, nous étions avec une loi du renseignement qui datait de 1991. C'est-à-dire que les services de renseignement, quand j'arrive place Beauvau, en dépit du travail qui a été fait par mon prédécesseur Manuel Valls, travail important, et le président de la commission des lois, Jean-Jacques Urvoise, avec une loi qui date d'une époque où il n'y a ni téléphone portable ni Internet. C'est-à-dire que j'étais dans un contexte où les terroristes préparaient leurs attentats en communiquant par des moyens cryptés, et où les services de renseignement, pour faire face à cette réalité, devaient utiliser des moyens juridiques issus d'une loi datant d'une époque où il n'y avait ni Internet ni téléphone portable. Donc, l'objectif pour moi, dès les premières heures de mon arrivée place Beauvau, c'est d'essayer d'engager la lutte contre la montre. Parce que je vois bien que la menace est très importante, qu'étant très importante, elle peut nous frapper à tout moment, et que moi, je suis dans un processus législatif, institutionnel, qui, pour obtenir les arbitrages, les décisions, faire voter les lois, est obligé de jouer avec le temps de l'état de droit, le temps de la délibération parlementaire. Et donc, à ce moment-là, pour éviter les attentats, nous allons agir de façon simple, et puis je pourrai approfondir si vous voulez, en répondant à vos questions. On va rehausser les outils législatifs, donc mettre en place des mesures de police administrative destinées à empêcher ceux qui veulent se rendre sur le territoire des opérations terroristes de s'y rendre, parce que nous considérons que s'ils y vont, ils sont entraînés par Daesh ou le Jabhat al-Nusra, et qu'ils reviennent sur le territoire national, ils reviendront aguerris et déterminés à frapper leurs prochains, et que la meilleure manière d'éviter que cela ne se produise, c'est d'éviter ce processus d'endoctrinement et engager sur le territoire national un processus de déradicalisation. Nous allons mettre en place l'infraction pénale individuelle terroriste, parce que nous pensons que l'association malfaiteur terroriste ne suffit pas à couvrir la totalité des infractions commises par ceux qui peuvent s'engager dans des opérations à caractère terroriste. Nous allons permettre l'intervention sur Internet
de brigades spécialisées des services pour essayer d'entrer dans les réseaux, identifier ceux qui se présentent avec la volonté de commettre des actes. À travers la loi sur le renseignement, nous allons mobiliser des techniques, des technologies qui jusqu'à présent ne pouvaient pas l'être. Je pense au suivi en continu des terroristes ou à la détection sur données anonymes, qui sont des technologies qui permettent, ou des techniques qui permettent d'identifier des grappes de terroristes par l'analyse de leurs données de connexion, ou à travers des algorithmes d'identifier des comportements sur Internet qui peuvent être révélateurs d'une volonté de passer à l'acte. Nous allons augmenter de 9000 personnes les services de police, de gendarmerie et de renseignement, augmenter de 20% leur budget. Nous allons engager une action européenne résolue pour renforcer la coopération européenne entre les services de police et de renseignement. Je pense à la mise en œuvre de ce que l'on a appelé le Passenger Name Records, qui est un dispositif qui permet d'identifier les données de voyage des passagers pour identifier le parcours de ceux qui viennent des théâtres d'opérations terroristes et reviennent vers l'Europe, afin de les arrêter dans les aéroports avant qu'ils ne nous frappent. Je pense à la directive destinée à lutter contre le trafic d'armes. Je pense à la réforme du Code frontière Schengen, à travers la réforme de l'article 7-2 du Code frontière Schengen, qui permet de contrôler aux frontières extérieures de l'Union européenne les ressortissants de l'Union qui bénéficient dans l'Union européenne de la libre circulation, c'est-à-dire nos ressortissants, qui sont partis en Irak et en Syrie, qui reviennent et qui ne sont pas contrôlés aux frontières extérieures, désormais ils le seront, etc., etc. Et donc, c'est cette action qui me mobilise 24 heures sur 24, qui implique des négociations difficiles, qui parfois m'oblige à agir avec d'autres ministres européens de l'Intérieur. Je pense à Thomas de Maizière, ministre allemand, ou à Theresa May, qui deviendra Première ministre au Royaume-Uni, mais qui est mon homologue ministre de l'Intérieur au Royaume-Uni. Nous allons essayer d'agir ensemble pour faire en sorte que l'Europe prenne les bonnes décisions et que le système législatif français soit rehaussé. Et en même temps, au plan diplomatique et militaire, nous allons, dans le cadre de la coalition, organiser des frappes en Irak et en Syrie pour rendre inéluctable l'attrition de Daesh et faire en sorte que les commandos qui sont projetés à partir notamment de l'état-major de Daesh en charge de l'organisation de ces commandos à Raqqa ne soient plus en situation de nous frapper aussi durement qu'ils l'ont fait, par exemple, à l'occasion des attentats de novembre 2015, où vous avez vu qu'une partie des terroristes qui nous ont attaqués avaient franchi les frontières extérieures avant l'attentat, n'étaient pas tous français, étaient parfois belges, et avaient été projetés à partir d'une cellule commanditant ces attentats à Raqqa, avec des individus jouant un rôle déterminant dans l'organisation de cette succession d'attentats qui nous ont frappés en 2015. Et je pense notamment à celui dont on a beaucoup parlé à l'occasion du procès du 13 novembre, Abdelhamid Abaoud. Voilà une synthèse rapide de ce que nous avons fait pendant 3 ans, mais qui vous donne une petite idée de ce qu'était la contrainte, de ce qu'était le travail à faire et de ce qu'étaient donc potentiellement les difficultés qui se présentaient à nous. D'accord, merci beaucoup. En effet, vous avez, d'une façon très synthétique, évoqué énormément de sujets qu'on va essayer de traiter succinctement. Vous avez parlé de l'Europe, d'Internet, même de la centralisation des services de renseignement, et on va y revenir. Pour revenir un peu sur la question numérique, une des grandes spécificités du terrorisme actuel, c'est l'usage d'Internet, comme vous l'avez dit. Le pouvoir politique avait déjà mis en place en 2009 la plateforme Pharos pour permettre le signalement, et vous avez vous-même, quand vous étiez aux fonctions, introduit une disposition dans la loi du 13 novembre 2014 portant sur le blocage des sites qui appelait au terrorisme. Mais du coup, de manière plus générale, selon vous, quelle doit être la place de l'État dans la lutte numérique contre le terrorisme ? La lutte numérique contre le terrorisme est un sujet central. D'abord parce que beaucoup de ceux qui se radicalisaient et passaient à l'acte se radicalisaient sur Internet. Des sites spécialisés, des groupes terroristes capables de produire des vidéos d'endoctrinement dont la qualité numérique, je dirais presque cinématographique, était exceptionnelle. Je pense à une vidéo diffusée par une chaîne, un truchement qui s'appelait HN1, je crois, c'était la chaîne d'Omar Diaby, qui avait été dans
la cellule de Cantorsi, qui était partie, s'était engagée dans le Jabhat al-Nosra et qui faisait des vidéos qui ressemblaient à des courts-métrages de Spielberg, hein, pour inciter les jeunes à s'engager sur le théâtre des opérations terroristes. Les moyens d'endoctrinement numérique étaient nombreux, étaient d'une extraordinaire efficacité. Et beaucoup de ceux qui ont travaillé sur le plan universitaire à ces sujets, et les magistrats également, m'ont souvent dit que 80% de ceux qu'ils avaient identifiés comme ayant été engagés dans des groupes terroristes s'étaient radicalisés par Internet et non dans des mosquées où pouvaient prêcher des imams radicalisés. Et donc, pour moi, la question d'Internet était centrale. Elle est devenue plus centrale encore après les attentats de janvier 2015 parce que, aussi terrible que cela puisse paraître, dans la soirée des attentats de Charlie Hebdo, le nombre de messages appelant au terrorisme, à l'antisémitisme, de messages anti-musulmans, de messages anti-catholiques, c'est-à-dire de messages appelant à la haine, a été multiplié a augmenté de 70% dans la soirée de l'attentat de Charlie Hebdo. Et lorsque nous avons demandé, via la plateforme Pharos, qui est la plateforme spécialisée de la direction de la centrale de la police judiciaire, le retrait de ces messages, nous n'avons obtenu des GAFAM que le retrait de 15 à 20% des messages qui avaient été diffusés dans la soirée de ces attentats, ce qui est très peu. Si j'avais souhaité, contre beaucoup de parlementaires, et notamment contre le groupe des parlementaires pour le numérique, qui théorisait la neutralité du net, si j'avais souhaité qu'on organisât le retrait des sites appelant, provoquant au terrorisme par des mesures de police administrative, ce n'était pas du tout parce que je voulais porter atteinte à la liberté d'expression sur Internet, ce n'est pas du tout d'ailleurs non plus parce que je croyais à l'efficacité technique absolue de cette mesure, puisque bien qu'ayant une culture numérique très faible pour appartenir à l'ancien monde, j'avais parfaitement conscience que la suppression de sites pouvait engendrer la création de sites miroirs. Mais j'étais en revanche convaincu que le signal envoyé aux grands opérateurs Internet américains d'une volonté d'un gouvernement d'un pays démocratique de légiférer conduirait nécessairement ces grands opérateurs à accepter une négociation avec l'État, le moment venu, destinée à développer les meilleures pratiques, c'est-à-dire à substituer à des règles de droit dur qui n'avaient qu'une efficacité limitée, dont j'avais conscience, des règles de droit souple contractualisées qui, elles, pourraient avoir une efficacité plus grande. Et donc, ayant constaté ce que je viens de vous dire au Parlement, comme dans la relation avec les GAFAM au lendemain des attentats de janvier 2015, en février 2015, c'est-à-dire un mois après les attentats, j'ai fait la proposition au président de la République, au Premier ministre, d'accepter le principe d'un déplacement de ma part aux États-Unis pour rencontrer les grands patrons de l'Internet américain et engager avec eux la discussion. Je considérais que le traumatisme international occasionné par les attentats contre Charlie m'offrait la possibilité d'engager un dialogue, qu'il n'y aurait pas beaucoup de fenêtres historiques pour le faire, et que le moment était venu de tenter de mettre en œuvre, après avoir voté la loi de novembre 2014, une discussion pour aboutir à cet accord. Ce qui s'est passé à ce moment-là, je vous le raconte, était très intéressant d'un point de vue qui relève d'une science intéressante, bien qu'elle ne soit pas enseignée à l'université, qui est l'entomologie politique. Lorsque j'ai décidé de me rendre aux États-Unis, j'ai eu immédiatement un coup de fil du ministre de la Justice américain et du ministre de l'Intérieur américain, Eric Holder et Jay Johnson, me disant « Vous pouvez toujours venir ». Mais le président Obama s'est rendu à une conférence des GAFAM il y a 15 jours sur les sujets que vous avez l'intention de traiter avec eux. Il n'a rien obtenu. Donc venez, vous n'obtiendrez rien, mais nous, ça nous intéressera d'avoir votre tour. Quand j'arrive à Washington, je reçois immédiatement un message de Lisa Monaco, qui était la conseillère sécurité du président Obama, qui me dit
on ne peut rien obtenir des GAFAM, vous n'obtiendrez rien. Et si vous pouviez passer à la Maison-Blanche avant d'aller voir les GAFAM sur la côte ouest, ça nous intéresserait pour que vous nous expliquiez un peu ce que vous allez leur dire. Moi, j'accepte bien entendu tous ces contacts et tous ces rendez-vous. Je vais à la Maison-Blanche et je dis, écoutez, voilà ce qui s'est passé en France, voilà le nombre de messages qui ont été diffusés par Twitter, Facebook, etc., qui sont des messages qui appellent et provoquent à l'antisémitisme, au terrorisme et à la haine raciste. Et donc, je vais montrer tous ces messages et je vais demander qu'on organise le retrait de ces messages par une convention, une sorte de code de bonne conduite. Quand je suis arrivé en Californie et que j'ai commencé à rencontrer les GAFAM, j'ai été reçu par des N-10. Mais je ne l'ai pas mal pris. J'ai trouvé ça normal. Pour un représentant d'un GAFAM français, un ministre de l'Intérieur français, c'est l'équivalent en France d'un sous-secrétaire d'État du Liechtenstein. Donc, j'ai trouvé ça normal. Et j'ai pris donc le sujet avec patience. Et j'ai montré au N-10 les messages qui étaient diffusés. J'ai expliqué ce qu'était Pharos, qu'on avait demandé des retraits, qu'on ne les a pas obtenus, etc. Puis je suis rentré au bout de cette première journée à mon hôtel. Puis j'ai reçu un coup de fil. J'ai reçu un coup de fil des mêmes qui m'avaient reçu en disant « Ah, il y a le N-2 qui aimerait bien vous voir. Mais demain, est-ce que vous pouvez rester demain ?» Oui, bien sûr, je peux rester demain, je vais voir le N-2. Et là, j'arrive sur le même site, qui est une espèce de grand campus américain avec de la tech, des start-up, enfin, le rêve français, de la start-up nation. Et j'arrive là-bas et je vois un grand écran immense. Et sur le grand écran immense, « Welcome to the French Secretary of State, Bernard Cazeneuve », avec une grande photo. Je recommence la démonstration. Et le soir, je reçois un autre appel. Est-ce que vous pourriez passer un coup de fil au PDG de Google, au patron de Facebook, etc. Ce que je fais. Et 2 mois après, ils nous envoient tous leurs représentants à Paris pour signer un code de bonne conduite qui fait passer le niveau de retrait de 20-25% à 70%. Donc, par un code de bonne conduite. Donc, je pense que l'État peut être actif à condition d'être patient, à condition de ne pas être susceptible, et à condition aussi d'agir avec les autres Européens. Parce que ce qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, c'est que Thomas de Maizière, Theresa May, etc., les Européens, et Gilles de Kerchove, qui était le coordonnateur européen en charge de la lutte antiterroriste, ont fait passer aux Américains le message que ce que la France était en train de faire n'était rien d'autre que le prolégomène de ce que l'Europe ferait, mais par une directive, si nous n'avions pas un accord de bonne conduite. Et donc ça, les GAFAM n'aimaient pas du tout. Ils voyaient déjà se profiler le RGPD, avec toutes les conséquences que le RGPD pourrait avoir sur des entreprises américaines ayant des activités en France. Ils n'avaient pas du tout envie qu'on fasse ça. Ils n'avaient pas du tout envie que les GAFAM, sur un sujet aussi traumatisant que le terrorisme, puissent être mis en cause par un continent aussi important que le continent européen, pour des raisons qui relevaient de l'éthique de la responsabilité. Et donc, nous avons pu agir. Et je pense que la bonne méthode, c'est d'essayer en permanence de déterminer par le dialogue des modalités qui permettent d'atteindre un objectif de responsabilité partagée, même si je conviens que c'est un combat asymétrique, en fait, et qui peut malgré tout être mené avec succès si on est pragmatique et humble. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour déjà cette anecdote et puis aussi pour votre réponse. Pour revenir sur le sujet des services de renseignement que vous avez commencé à évoquer tout à l'heure, par le décret du 30 avril 2014, la DGSI, qu'on connaît aujourd'hui, naît de la fusion entre la DCRI et la DST, et le but principal de cette coordination, le but principal de cette réforme, c'est la centralisation des renseignements. Selon vous, cette doctrine de centralisation des services de renseignement est-elle la plus efficace? Et surtout, est-ce que cette centralisation doit-elle être impérativement supervisée par l'acteur politique?
Bon, ça c'est une belle question et qui appelle aussi un peu de précision et de développement. Ma conviction profonde, mais cette conviction-là n'est pas partagée par tous les acteurs politiques français, c'est que l'efficacité des services de renseignement est d'autant plus grande qu'ils sont pilotés à une courte. Alors, quand je dis que les services de renseignement doivent être pilotés à une courte, je ne veux pas dire par là que les services de renseignement doivent être pilotés à une courte, parce que dès lors qu'ils ne le sont pas, les services de renseignement étant ce qu'ils sont, nous avons de la perte en ligne sur le plan éthique et sur le plan de la bonne application des principes démocratiques. Je ne crois pas du tout cela. Ce qui m'a beaucoup frappé lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, c'est que les services de renseignement qui étaient sous ma responsabilité, qu'il s'agisse du renseignement territorial ou du renseignement intérieur, Direction générale de la sécurité intérieure, étaient des services publics à part entière et pas entièrement à part, qui remplissaient des objectifs de politique publique. Et ces objectifs de politique publique, c'était la compréhension des phénomènes, notamment de radicalisation auxquels nous étions confrontés, pour ce qui concernait la partie de l'activité des services qui touchait à la prévention et à la lutte contre le terrorisme, donc compréhension des phénomènes, identification des processus de radicalisation, et par l'analyse à laquelle il procédait, donc analyse téléphonique, interception de sécurité, utilisation des algorithmes ensuite par la loi de 2015, coopération avec les services de renseignement étrangers et les services de renseignement étrangers issus de multiples pays, nous pouvions, par le croisement de l'ensemble de ces éléments, obtenir suffisamment d'informations pour essayer de mieux comprendre des phénomènes et de mieux prévenir des attentats. Bon. Donc j'ai toujours considéré que les services de renseignement n'étaient pas des officines, qu'ils étaient des services publics à part entière et pas entièrement à part, et que lorsque les services de renseignement pouvaient être confrontés à des manquements et qui pouvaient laisser à penser qu'ils avaient cédé aux méthodes des officines, c'était parce que les ministres eux-mêmes s'étaient laissés aller ou n'avaient pas donné les consignes qui devaient l'être à des services qu'ils devaient tenir. Donc je pense que les services de renseignement doivent être tenus à une courte. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes confronté à la nécessité de prévenir le terrorisme, les renseignements dont vous avez besoin pour prévenir les attentats peuvent être situés dans de multiples services et qui n'effectuent pas une surveillance de même intensité. Je m'explique. Pour ce qui concerne par exemple l'attentat de Saint-Quentin-Fallavier, contre un chef d'entreprise décapité par l'un de ses employés, le terroriste qui a commis l'acte dans le département de l'Isère, mais après avoir résidé, si je me souviens bien, dans le département du Doubs, dans l'est de la France. Et dans le département du Doubs, il était suivi, je vous parle de mémoire, hein, c'était il y a 6-7 ans, par le service du renseignement territorial. Et quand il est parti dans l'Isère, la DGSI devait prendre le relais, mais le relais n'a pas été pris. Et donc à ce moment-là, j'ai constaté que ce n'était pas parce qu'un service faisait bien son travail que tous les autres qui avaient des renseignements qui auraient pu permettre aux services qui travaillent sur le haut du spectre, c'est-à-dire la DGSI, d'identifier des individus, parviendraient à les identifier avec le maximum d'efficacité par mise en connexion des renseignements dont disposait le renseignement intérieur, la direction centrale du renseignement territorial, la gendarmerie nationale, la DGSE, la DRM ou d'autres services. Et par conséquent, à ce moment-là, j'ai décidé, après l'attentat de Saint-Quentin-Fallavier, de mettre en place un état-major de prévention du terrorisme et de la radicalisation, directement placé sous l'autorité du ministre, qui se réunissait tous les lundis et qui examinait les évolutions qu'un fichier de 15 000 personnes, qu'on appelait le FSPRT, le fichier pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, il y a le FSPRT, 15 000 personnes que nous suivions en pilotant des services de renseignement qui disposaient pour chacun d'informations les concernant. Et ça a été très intéressant ce travail fait par l'EMOP avec l'utilisation du FSPRT. Pourquoi ? Parce que ce travail-là a permis à un moment donné d'identifier
des filières qui pouvaient représenter un véritable danger d'attentat. Par exemple, c'est le travail en commun entre tous ces services sous l'autorité du ministre qui a permis de mettre en place des dispositifs préventifs particuliers pour ce qui concernait ce que l'on avait appelé la filière tchétchène, avec sur certains individus de la filière tchétchène un dispositif de surveillance particulier, ou qui nous a conduit à mettre en place des dispositifs de surveillance particuliers sur des individus qui étaient identifiés par l'ensemble des services ou par l'un d'entre eux communiquant une information à la DGSI qui judiciarisait le processus de suivi et parvenait à mettre hors d'état de nuire l'individu, qui a renforcé considérablement les services. Donc pour moi, la centralisation n'est pas un problème, elle est même une nécessité, à condition qu'on puisse avoir un pilotage global, reine courte, de l'ensemble des services échangeant entre eux des informations. Il a été décidé, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, et à juste titre, de mettre en place un coordinateur national au renseignement, placé directement auprès du président. Et le président Macron a décidé de mettre en place une task force renseignement auprès de lui, qui rassemble l'ensemble de ces acteurs dont je viens de parler, pour assurer un pilotage encore plus intégré. Je pense que l'ensemble de ces réformes sont bonnes dès lors qu'elles garantissent que le pouvoir politique mettra sur les services la pression qu'il faut pour se garantir qu'ils parleront entre eux et pour se garantir que leur niveau de mobilisation face à la menace sera à la hauteur de ce qu'est la menace elle-même. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, une question un peu plus théorique que technique. À propos du décret proclamant l'urgence des 14 et 18 novembre 2015, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, a formulé de nombreuses réserves, notamment sur le fait que certaines mesures, malgré l'impératif sécuritaire, constituaient des atteintes trop fortes à certaines libertés fondamentales. Et du coup, la question un peu théorique, où placez-vous le point d'équilibre entre la sécurité et la liberté? Est-ce que vous percevez ces deux notions, donc sécurité et liberté, comme des notions complémentaires ou au contraire comme des notions antagonistes? Je veux, sur ce sujet, être extrêmement précis. Parce que je suis allé très souvent devant la CNCDH, je suis allé devant le Conseil de l'Europe, je suis allé devant le Parlement européen, je suis allé devant le Parlement français. Et je ne me suis jamais d'ailleurs offusqué de devoir faire autant de visites sur un sujet aussi essentiel, qui est celui de l'équilibre entre la liberté et la sécurité dans un pays confronté à des attentats et qui mobilise pour éviter que des attentats ne se reproduisent la théorie des circonstances exceptionnelles que dans l'université de Rouen on connaît bien et qui permet à l'État d'utiliser des moyens dérogatoires du droit commun et notamment des moyens de police administrative pour mettre fin à des troubles graves à l'ordre public qui seraient de nature à remettre en cause toutes les libertés fondamentales si l'État ne parvenait pas à y mettre fin. Car enfin, il faut regarder avec le plus d'objectivité et de rigueur intellectuelle possible ce qu'est la loi relative à l'état d'urgence. Elle date de 1955. Elle a mauvaise presse parce qu'elle a été mise en œuvre, non pas par de mauvais républicains. Les concepteurs de la loi de 1955 s'appelaient Edgar Faure et Pierre Mendès France. On doit pouvoir trouver républicains moins affirmés. Mais ils ont été mis en place ces dispositions dans le contexte de la guerre d'Algérie. Il n'est pas un contexte dont on peut dire qu'il fut très favorable à la reconnaissance des libertés fondamentales et notamment de la liberté de la presse, c'est le moins qu'on puisse dire. Et par conséquent, cette loi de 1955, elle est frappée pour des raisons qui tiennent à son origine de mauvaise réputation. Mais elle est un élément de l'état de droit pour permettre à l'état de droit, en cas de violence extrême s'exerçant sur ces institutions, qui serait de nature à porter gravement atteinte à l'ordre public, de lui permettre de prendre toutes les mesures, garantissant le plus vite possible le retour à l'ordre public pour que les libertés fondamentales fussent de nouveau garanties. C'est ça l'esprit. Donc quand on dit l'état d'urgence est une dérogation à l'état de droit, c'est la convocation d'un instrument d'état de droit pour permettre à l'état de droit de réagir à une violence extrême de nature à remettre en cause les libertés fondamentales, parce que si l'ordre public est à ce point menacé que s'instaure le régime de la violence de tous contre tous, on est légitime à s'interroger sur ce qu'il reste des libertés fondamentales. Quand nous sommes frappés par des attentats terroristes qui s'en prennent à des libertés essentielles,
quand des terroristes vont dans un journal pour assassiner des journalistes et des caricaturistes, c'est à la liberté d'expression qu'on s'en prend, à la liberté de la presse, au droit au blasphème, qui est inscrit dans la tradition française comme un instrument d'une liberté fondamentale. Lorsque on rentre dans une épicerie pour assassiner des compatriotes au motif qu'ils sont juifs, c'est à la liberté de religion qu'on s'en prend. Et lorsque l'on essaie en avril 2015 d'assassiner à Villejuif, dans des églises, des ressortissants français de confession, ou étrangers d'ailleurs, mais qui sont en France, de confession catholique, c'est également à la liberté de religion qu'on s'en prend. Dans un pays où la laïcité n'est pas un régime d'hostilité aux religions, c'est un principe de séparation de la religion de l'État. Pourquoi ? Parce que dans le processus historique français, dans le temps long de son histoire, la rencontre de la religion et de l'État, la confusion de la religion et de l'État aboutit à l'absolutisme, c'est-à-dire à une relation du pouvoir politique à la liberté entravée, et que le fait que la République se conjugue avec la séparation de l'Église et de l'État repose sur la volonté des républicains de faire en sorte que cette confusion ne soit plus possible, d'une part, mais aussi repose sur la volonté des républicains de faire en sorte que l'État, ne reconnaissant aucun culte, il soit en situation de garantir la protection de chacun qui a fait le choix librement de sa religion et qui doit être protégé par l'État qui n'en reconnaît aucune pour ce motif. Donc, nous sommes dans un système très particulier sur le plan des valeurs et de l'organisation de la religion à l'État. Eh bien, dans notre pays, quand on s'en prend à la liberté de religion, on s'en prend à une liberté fondamentale. Et quand on assassine des policiers ou des militaires, comme cela s'est passé au moment des attentats à Toulouse et de Montauban ou à Montrouge, c'est à la République incarnée par ceux qui portent l'uniforme, c'est-à-dire à l'ordre républicain qui est un élément de l'État de droit, que l'on s'en prend également. Donc le terrorisme, par les attaques auxquelles il a procédé, a bien voulu matérialiser comme un acte militant, assumé comme un objectif politique à atteindre, le fait qu'il entendait remettre en cause les libertés fondamentales dans leur ensemble. Lorsque l'on met en place l'état d'urgence, nous le mettons en place dans des circonstances historiques particulières. Dans la nuit du 13 au 14 novembre, nous ne savons pas si tous les terroristes ont été mis hors d'état de nuire. Nous ne le savons pas. Nous ne savons pas non plus s'il n'y aura pas d'autres attentats en France organisés par un réseau terroriste qui aurait commencé par frapper à Saint-Denis, sur les terrasses, au Bataclan, mais qui poursuivrait dans les heures et les jours qui suivraient, peut-être dans d'autres villes de France, peut-être à Paris de nouveau, dans des écoles ou dans d'autres lieux où des attentats spectaculaires seraient commis. Nous ne savons pas non plus si nous serons en situation d'assurer l'organisation dans des conditions normales de la conférence pour le climat qui doit se tenir 15 jours après ces attentats et qui doit rassembler à Paris plusieurs centaines de chefs d'État et de gouvernement et leurs délégations, à peu près 5000 personnes de haut rang, responsables politiques, diplomatiques, qui sont attendus à Paris pour le début du mois de décembre. Et lorsque nous mettons en œuvre l'état d'urgence, nous mettons en œuvre une disposition prévue par l'état de droit dans les circonstances exceptionnelles que je viens de dire, pour des raisons qui tiennent au risque d'un basculement de la République dans la confrontation et d'une remise en cause de l'ordre public. Nous le faisons dans le souci absolu du maintien de cet équilibre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous allons modifier la loi de 1955 quelques jours après les attentats. Je crois que c'est le 20 novembre 2015 que la loi sur l'état d'urgence est promulguée, la nouvelle. En quelques jours, on modifie cette loi pour sortir de la loi de 1955 tout ce qui concerne les entraves à la liberté de la presse. Et tout ce qui, dans la loi de 1955, nous paraît contraire à la Constitution de 1958, qui a été adoptée après la loi de 1955, et nous ne voulons pas que des QPC ou des
dispositions existantes puissent remettre en cause des dispositions prises par l'État en vertu de la loi de 55 au motif qu'elles ne seraient pas conformes à la Constitution de 58. Donc on fait ce travail. Ça n'empêchera pas le Conseil constitutionnel de casser les mesures de perquisition administrative que j'avais décidées entre le 13 et le 20 novembre, pour le motif que je viens d'indiquer. Il faut que, comme nous sommes dans la théorie des circonstances exceptionnelles, le Parlement reconnaisse que les circonstances sont exceptionnelles, c'est-à-dire que la notion de péril imminent est bien là réunie. Il faudra aller devant le Parlement à chaque fois pour qu'il fasse ce constat. L'Assemblée nationale, comme le Sénat, érigent leur commission des lois en commission d'enquête et de contrôle permanente de l'action de l'exécutif. Nous transmettons à la commission des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat toutes les mesures de perquisition et d'assignation à résidence pour contrôle, et le juge administratif intervient en référé, quand il est saisi en référé. Et sur le fond, quand il est... Alors, il y aura un débat très intéressant à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui, étant déjà juriste à l'époque, me passionnera comme juriste, m'embêtera comme ministre de l'Intérieur, mais me passionnera comme juriste, et que j'aurai plaisir à voir avec les parlementaires. Le débat était le suivant. Comme vous prenez de plus en plus de mesures de police administrative pour lutter contre le terrorisme, et là l'état d'urgence spectaculaire de ce point de vue-là, vous donnez au juge administratif la possibilité de juger de l'action de l'État, mais vous restreignez l'intervention du juge judiciaire. Or, l'article 66 de la Constitution pose que toute disposition attentatoire aux libertés doit être placée sous le contrôle du juge judiciaire et non du juge administratif. Même si le Conseil constitutionnel, dans sa jurisprudence, a donné à la notion d'atteinte aux libertés un contenu restrictif, c'est-à-dire que l'atteinte à la liberté, c'est vraiment l'incarcération, la privation de liberté, la perquisition ou l'assignation à résidence n'entrent pas dans ce cadre. Mais le débat aura lieu, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle, lorsque le gouvernement actuel, après que le président de la République actuel aura déclaré devant le Congrès en juillet 2017 que nous allions sortir de l'état d'urgence pour faire rentrer de nouveau la France dans les libertés fondamentales, comme s'il y avait été attenté par le gouvernement auquel, par ailleurs, il avait participé. Une loi interviendra, la loi SILT, en octobre 2017, qui est une loi qui fera rentrer dans le droit commun l'ensemble des mesures de police administrative qui étaient dans l'état d'urgence. C'est-à-dire qu'effectivement, on est sorti de l'état d'urgence, mais en le faisant entrer dans le droit commun. Parce que ce n'est pas parce que vous appelez une perquisition administrative, une visite domiciliaire, et une assignation à résidence, une mesure de surveillance et de contrôle, puisque je crois que dans la loi SILT, c'est ainsi qu'elle s'appelle, que vous changez la nature de la mesure. Donc, moi j'ai toujours défendu l'état d'urgence parce que je voyais le niveau de menace et l'obligation dans laquelle nous étions de le mettre en œuvre pour assurer le retour vers les libertés fondamentales, mais je n'ai jamais défendu l'entrée de l'état d'urgence dans le droit commun. Je pense que c'est une erreur de l'avoir. Merci beaucoup, Dir. C'était une des questions que j'avais justement sur cette pérennisation de l'état d'urgence, des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence, notamment par la loi SILT, mais vous avez déjà parfaitement répondu. Et du coup, une question qui porte plutôt sur la coopération européenne, parce que vous avez vous-même développé la coopération européenne au niveau du renseignement, par exemple avec l'utilisation du SIS, le service d'information Schengen, pour permettre une mise en commun des informations lors des contrôles aux frontières extérieures de Schengen. Quelle place, par conséquent, accordez-vous à la coopération européenne dans la lutte contre le terrorisme ? J'attache à la coopération en général et à la coopération européenne en particulier une place fondamentale. D'abord, j'ai eu beaucoup d'ennuis quand j'étais ministre de l'Intérieur, résultant du défaut de coopération. Beaucoup d'ennuis. Je vais prendre 2 exemples d'ennuis sérieux auxquels j'ai été confronté. Premier ennui, en octobre 2014, des terroristes ont été récupérés, enfin des personnes radicalisées ayant participé au combat, considérées comme des terroristes, ont été récupérés par les services de renseignement et la police turque, qui nous ont signalé les avoir récupérés et qui nous ont indiqué les renvoyer en France.
et qui nous a indiqué les renvoyer en France à l'aéroport de Roissy. Au moment où ces 4 personnes montent dans l'avion à Istanbul pour regagner Roissy, le pilote de l'avion refuse de les embarquer, c'est son droit. Ils sont donc sortis de l'avion et mis dans un avion pour Marseille, sauf que les Turcs ne nous préviennent pas. Les individus en question arrivent à Marseille. Aux aubettes, le dispositif d'identification des personnes par lecture des passeports est en panne. Votre réaction montre à quel point j'étais en difficulté. Et le dispositif est en panne, figurez-vous, parce que le système d'infrastructure informatique appelé KEOPS, qui supportait au ministère de l'Intérieur la totalité des informations que les appareils dans les aéroports étaient censés contrôler, avait fait l'objet d'un défaut d'investissement depuis des années et qu'il y avait trop d'informations supportées par le système informatique et qu'il tombait régulièrement en panne. Donc les 4 individus sortent de l'aéroport, partent dans la nature. Mon cabinet, qui avait des informations selon lesquelles ils arrivaient à Roissy, lorsque la presse l'appelle pour lui dire qu'ils arrivent bien à Roissy, oui, oui. Puis quand la presse arrive à Roissy, enfin, est à Roissy via la structure de l'AFP qui est à Roissy pour rendre compte de leur arrivée, on se rend compte qu'ils ne sont pas arrivés. Et à ce moment-là, nous sommes dans ce que l'on appelle la béchamel. Et donc, ils sont à ce moment-là dans la nature et ils font des communiqués. Merci de nous avoir accueillis. Je suis vraiment modérément content de la situation. Et à ce moment-là, il faut réfléchir à ce qu'on fait. Bon, on n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir parce que la presse va très vite dans ces cas-là, elle monte très vite. Et donc, pensant que l'action utile et qui n'a pas pour objectif que la communication, mais qui a pour objectif le résultat et la meilleure manière de réagir, je fais savoir que, suite à cet incident très grave, bien entendu, nous les cherchons, mais que je me rendrai à Ankara dans les 24 heures qui suivent pour obtenir toute explication de la part du gouvernement turc relatif à cette triste affaire. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas responsables de cette affaire. Nous en subissons les conséquences, mais nous n'en sommes pas responsables. À ce moment-là, il se passe une deuxième phase de cette affaire qui est tout aussi amusante avec le recul que la première. Je reçois un coup de fil de l'ambassadeur de France en Turquie qui me dit « Vous avez annoncé à la presse votre venue, mais personne ici n'est au courant, et notamment pas moi. » Je dis « Mais j'allais le faire. Et donc vous seriez très aimable d'organiser ce rendez-vous pour demain. Mais les Turcs n'ont pas l'intention de vous recevoir. Mais vous êtes là pour faire en sorte qu'ils me reçoivent. Donc je vous souhaite bon courage et je serai là demain. » Et je reçois un coup de fil de l'ambassadeur de Turquie à Paris et qui me dit « Vous savez que quand un ministre se déplace dans un pays, il est de bon ton d'en prévenir les autorités du pays en question. » Mais l'ambassadeur de France est tout à fait informé. « Oui, mais pas moi. » Ben, désormais, vous l'êtes. Et tout ça se produit vite, et donc il faut agir vite. Et puis, je raccroche mon téléphone, et là, ma secrétaire me dit « Est-ce que je peux vous passer le président de la République ?» « Oui, bien sûr. » Et là, le président de la République me dit « Qu'est-ce qui vous prend de vous inviter chez les autres sans prévenir ?» Je viens d'avoir un coup de fil, mon cabinet. Je dis « Mais écoutez, président, si vous prévenez les gens après un incident de ce type, que vous allez aller les voir et que vous leur demandez l'autorisation, il y a peu de chances que vous l'obteniez dans des délais qui soient compatibles avec une gestion efficace de l'affaire. Donc maintenant que c'est dans la nature, il y a 2 possibilités. Soit on n'est pas reçu, c'est très embêtant, soit on est reçu et c'est très positif. Et compte tenu de la gravité de cette affaire, je pense que nous serons reçus. » Le lendemain, j'étais à Ankara avec mon homologue ministre de l'Intérieur turc, un peu froid au début, peu réservé, je dirais. Et nous avons une réunion qui a duré une partie de la soirée, une bonne partie de la nuit, et nous avons signé, au terme de cette réunion, un protocole
qui est un protocole qui définit les conditions de retour. Donc ça nous a permis de sécuriser par cette coopération. Je vous rassure, on a arrêté les 4 individus dans les heures qui ont suivi, donc à la fin on les avait arrêtés, on avait un protocole, on avait stabilisé les choses. Ce protocole a été utile parce qu'il nous a permis de récupérer un très grand nombre de personnes qui avaient été sur le théâtre des opérations, qui étaient passées par la Turquie, et que grâce à ce protocole et la coopération engagée, on pouvait récupérer. Il y a eu un gros renforcement de la coopération également avec les services des différents pays de l'Union européenne, après un deuxième incident qui s'est produit le 14 novembre 2015 au matin, qui est l'arrestation de Salah Abdeslam sur l'autoroute 1 au lendemain des attentats du 13 novembre. On interroge le SIS, et à ce moment-là, il n'apparaît pas comme terroriste. Les services français, enfin la gendarmerie le laisse partir, et ça n'est qu'après que nous apprenons que l'individu n'est pas bon. Donc ça, c'est bien entendu un problème très sérieux, qui sera d'ailleurs reproché à la gendarmerie, à mon avis à tort, et sur lequel nous aurons à juste titre à rendre des comptes. Je l'ai fait d'ailleurs devant le tribunal le 13 novembre, puis je l'ai fait à plusieurs reprises devant le Parlement, la commission d'enquête parlementaire. Mais vous voyez bien que si le système d'information Schengen n'est pas alimenté par l'ensemble des services de l'Union européenne en informations fiables concernant les dangers que représente telle ou telle personne, vous pouvez l'interroger, ça ne sert à rien. Donc le renforcement de la coopération pour une meilleure alimentation du SIS était stratégique, et le renforcement de la coopération au sein d'Europol et d'Eurojust au moment des enquêtes, mais aussi au long cours, a été fondamental pour améliorer la coopération. Je veux d'ailleurs rendre hommage, je parle beaucoup du ministère de l'Intérieur, mais je veux rendre hommage aux magistrats. Je ne suis pas de ces politiques qui ont à l'égard des magistrats une défiance. Ce que j'ai vu de la part du parquet national financier en termes de prévention et de lutte contre la corruption est très remarquable, même si, comme toute institution qui vient de se mettre en place, il doit trouver sa vitesse de croisière et apprendre à travailler avec des moyens qui parfois lui sont comptés ou des contraintes. Et ce qui a été fait par les magistrats sur le procès du 13 novembre est très impressionnant en termes d'investigation, d'enquête pour rendre ce procès possible et montrer ce qu'est l'état de droit par rapport à l'extrême violence. Et comme je vois beaucoup de familles de victimes, elles sont pleines de gratitude pour le travail fait par les magistrats, et la manière dont le procès a lieu et dont le procès est conduit est très impressionnante également. Parce qu'il y a une solennité et en même temps une rigueur et une force chez les magistrats, hein, une manière d'interroger, de poser les questions systématiquement respectueuses, mais en même temps capable aussi de recul, parfois même d'humour, qui est très remarquable. Donc je veux leur rendre hommage parce que ce qui se passe à l'occasion du procès du 13 novembre est inédit et témoigne de la capacité de la justice française à donner le meilleur de ce que l'on peut voir pour défendre les droits fondamentaux. Je rends un hommage particulier au président de cette cour que j'ai eu en face de moi pendant quelques heures lorsque j'ai été interrogé par cette cour, et qui est grand magistrat et un grand monsieur. Bien, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer aux questions du public. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire notifier. On va faire passer des micros. Bonjour, Monsieur Cazeneuve. Bonjour. Il y a une mesure dont vous n'avez pas parlé et qui pourtant a été très critiquée par la gauche, assez saluée par la droite, qui aura fait coller beaucoup d'encre, c'est la déchéance de nationalité, auquel vous avez fait, que vous avez utilisé et que votre gouvernement a essayé d'étendre. Quel est l'intérêt de cette mesure? Est-ce que vous pouvez nous en parler et quel est un peu votre avis sur les débats qui ont eu lieu quand vous avez essayé de l'étendre? Merci.
Sur la déchéance de nationalité, j'ai déjà l'occasion de m'exprimer sur ce sujet et je le fais bien volontiers. Les déchéances de la nationalité, j'en avais fait avant que la question de la constitutionnalisation ne soit posée. Et donc, moi, je ne suis pas du tout défavorable à la déchéance par principe, puisque j'avais pris cette mesure concernant des individus qui avaient bénéficié de l'accueil de notre pays et qui, après en avoir bénéficié, avaient retourné contre notre pays les armes. Je dois dire d'ailleurs également que j'ai pris des mesures législatives en 2016, qui étaient des mesures qui visaient à retirer le statut de réfugié à des étrangers qui avaient bénéficié de l'asile et qui avaient obtenu le statut de réfugié et qui ensuite s'étaient engagés dans des actes terroristes. Donc, moi je suis, mais je crois que vous l'avez compris, positionné à gauche. J'ai même compris que vous me faisiez le reproche de ne pas l'être suffisamment. Mais j'ai sur ces sujets d'ordre public une position claire. La constitutionnalisation de l'état d'urgence était une faute. C'était une faute politique et c'était une faute morale. C'était une faute politique et c'était une faute morale. Pourquoi ? Parce que elle mettait en place deux catégories de Français. Et deuxièmement, elle était une impasse politique parce qu'elle divisait le pays et conduisait à la fin, dans un climat de tension, à devoir renoncer à la déchéance de la nationalité, qui n'était pas indispensable pour faire des déchéances d'ailleurs, par défaut de capacité à réunir une majorité qui permette de le faire. Donc j'étais défavorable à cette mesure. Je l'ai fait savoir au président de la République très vite. Je ne l'ai sans doute pas fait savoir avec suffisamment d'énergie, mais je considère que cette mesure était une faute. Voilà. Bien, merci Et je beaucoup. m'empresse de dire Pardon. que je ne réponds pas de la sorte pour vous être agréable. Bien, merci beaucoup. Donc, on va continuer les questions. Si vous en avez dans le public, n'hésitez pas à lever la main. Bonjour Monsieur Cazeneuve, c'est un honneur. Je voudrais rebondir sur un de vos argumentaires. En matière de lutte contre le terrorisme, faut-il dépasser le paradoxe liberté ou sécurité ? C'est quelque chose qu'on entend souvent en ce moment. Est-ce que la coopération des services, le renseignement humain et le dialogue politique n'est-il pas plus efficace que des dispositifs de surveillance qui sont toujours plus contestés aujourd'hui ? D'abord, les dispositifs de surveillance ne sont possibles que dans un cadre législatif très rigoureux et sous contrainte, fort heureusement. Sinon, ce serait le système de surveillance de masse que l'on pourrait instaurer sans qu'aucun critère ne vienne limiter la capacité des services ou aucun principe ne vienne limiter la capacité des services à procéder à des interceptions de sécurité. Lorsque vous êtes service de renseignement et que vous voulez procéder à une interception de sécurité administrative, vous devez saisir la CNCTR, c'est-à-dire une autorité administrative indépendante qui veille à la conformité de votre demande avec la loi dont les principes excluent la surveillance de masse et vise à créer les conditions d'une intervention des services pour des objectifs très précis dont ils doivent se justifier devant la CNCTR. Contrairement à ce qui se produisait avant la loi renseignement, lorsqu'il y avait l'intervention du contrôle juridictionnel, c'est-à-dire de la justice administrative et notamment du Conseil d'État, c'était les fameuses notes blanches qui étaient utilisées puisque la justice administrative n'était pas accréditée secret défense. Désormais, vous avez une formation du Conseil d'État qui bénéficie d'accréditation et qui peut avoir accès à des documents qui sont des documents classifiés. Et troisièmement, la loi de 2015 a établi le principe de la possibilité de saisine du juge pénal pour le cas où la CNCTR ou le juge administratif constaterait des infractions pénales de la part des services au moment où ils ont mobilisé ces techniques.
Vous avez par ailleurs un contrôle parlementaire permanent à travers la délégation parlementaire au renseignement. Donc, dans l'état de droit tel qu'il est conçu, l'activité des services de renseignement est contrôlée à travers les multiples prismes que je viens d'évoquer. Une grande confiance dans l'état de droit ne doit jamais exclure une petite méfiance à l'égard de tel ou tel service pouvant à certains moments accomplir tel ou tel manquement. C'est la raison pour laquelle les pouvoirs nouveaux et significatifs donnés aux services de renseignement à travers la loi de juillet 2015 doivent faire l'objet d'un travail parlementaire et d'un contrôle parlementaire toujours davantage renforcé. Et donc je pense que c'est de ces processus-là que vient l'équilibre entre sécurité et liberté. Parce que s'il n'y a aucun travail des services de renseignement, alors les attentats peuvent se multiplier, et vous remarquerez quand même que même s'il y en a moins, beaucoup moins, qu'il y en avait à l'époque où j'étais ministre de l'Intérieur, pour des raisons qui tiennent au fait que tous ces dispositifs sont montés en puissance. Et par ailleurs, ces dispositifs sont aussi des dispositifs qui n'ont pas qu'une dimension coercitive, c'est-à-dire sont des dispositifs qui permettent la coopération entre les services que vous appelez de vos voeux comme plus efficaces. Je veux dire, l'efficacité de la lutte antiterroriste, elle dépend de la capacité de l'État à articuler tous les moyens qu'il a entre les mains pour faire en sorte que les attentats ne surviennent pas. Mais on ne peut pas, face à une telle violence, désarmer l'État. On ne peut pas armer l'État dans l'abandon des principes de l'État de droit. Si la lutte contre le terrorisme devait aboutir à un abandon durable en dehors de la théorie des circonstances exceptionnelles, ne serait-ce que d'une toute petite parcelle des principes de l'État de droit, alors nous aurions consacré pour partie la victoire de ceux qui nous ont attaqués pour remettre en cause nos libertés. Et donc je suis favorable à ce que l'État soit puissant dans la lutte antiterroriste, mais je suis très défavorable à ce que les contrôles s'exerçant sur lui soient moindres. Je suis même favorable à ce qu'ils soient renforcés. Si l'on veut que le principe de Montesquieu, qui veut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir, s'applique, y compris en période de lutte contre le terrorisme. D'accord, merci beaucoup. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Oui, bonjour. J'aurais souhaité savoir comment vous avez géré et arbitré les conflits de compétences entre police et gendarmerie dans le cadre des attentats de 2015 et de la lutte antiterroriste de manière générale. Il s'est produit un événement qui m'a aidé à gérer ces conflits. Dans la soirée de l'attentat de Charlie Hebdo, en janvier 2015, nous sommes enfermés, tous les services du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire les grands patrons des services, dans un petit salon qui s'appelle le Fumoir, où a été installé un écran qui diffuse les chaînes d'information en continu. Et là, je découvre, dans ce salon, à l'écran, que les policiers du RAID sont en train d'intervenir à Reims, où les frères Kouachi sont censés se trouver, sous les objectifs des caméras des chaînes d'information en continu. C'est-à-dire que j'ai les policiers du RAID masqués, avec à quelques encablures, c'est-à-dire 50 cm, 60 cm, les caméras, et tout ça en direct. Pourquoi est-ce que j'ai ça devant moi? D'abord parce que le RAID est parti, visage masqué, sur place, sans que le périmètre de sécurité n'ait été défini. Je ne sais même pas si le préfet, au moment où je vois ces images, a été informé. Mais je vois qu'on est dans la grande tradition de services pensant qu'à eux seuls, ils parviendront à protéger la République. Je demande donc des explications sur cette scène. Comment cela est-il possible? Je sens un grand malaise. Je dis au patron de la gendarmerie, au patron de la police, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment il est possible, dans une soirée particulière aussi tragique que celle que nous vivons, que cette scène soit projetée devant moi sans que cela ne soit maîtrisé?
Et j'ai conclu cette conversation en disant maintenant c'est très simple. Vous allez tous rester ici avec moi jusqu'à la fin de la crise terroriste. Et je veux que l'information circule jusqu'à la fin de la crise terroriste et désormais en permanence, et donc au-delà. Et vous ne sortirez de cette pièce que quand la crise terroriste sera terminée. Et pour ça, il faudra que vous ayez échangé toutes les informations et que vous me les ayez communiquées. Il y en a un plus audacieux que les autres qui m'a dit « mais il faudra bien quand même déjeuner, dîner ». J'ai dit « mais on fera servir dans ce salon où il y a tout ce qu'il faut. Il faudra bien dormir. Vous pourrez aller dormir, mais vous relayerez, etc. » C'est ce que nous avons fait. Et cet événement-là m'a conduit ensuite à avoir des réunions permanentes où toutes les informations étaient. Mais c'est le même sujet que les services de renseignement. Ce ministère est le plus beau des ministères, avec les fonctionnaires les plus loyaux, les plus courageux, les plus déterminés, les préfets, etc. Mais il faut tenir tout ça. Hein. Si vous ne tenez pas, vous êtes confronté à des difficultés. Et donc, je n'ai plus senti, après ces événements-là, de tension ou de flottement dans la coordination police-gendarmerie. Mais il a fallu cet événement-là pour créer une tension puis un déclic. Bien, merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait une question par là-bas. Monsieur le Premier ministre, vous nous avez Mais fait il n'y a aucune étudiante dans cet amphithéâtre, parce que je vois des mains féminines qui se lèvent, mais je vois que des étudiants qui posent des questions. Vous savez qu'on a changé d'époque, hein? Allez-y, je vous en prie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Vous nous avez fait le cadeau de nous expliquer votre voyage au pays des GAFAM et votre négociation, que j'ai trouvé en fait pas du tout anecdotique et bigrement intéressante, j'imagine tout le monde, parce qu'effectivement ça relevait de la politique au sens machiavélien, mais au sens positif du terme. Et du même ordre, j'ai une question. Dans quelle mesure, au plan politique, vous arrivez à prendre en compte le fait que, de leur point de vue, ce que l'on appelle les terroristes œuvrent pour ce qu'ils croient être une mission et donc ont une intention bonne? Mais le propre du totalitarisme, c'est qu'il est convaincu de la cause qu'il prétend défendre. Et le propre du totalitarisme, c'est qu'il est tellement convaincu de la pertinence de la cause qu'il prétend défendre qu'il considère que tout peut être sacrifié à cette cause. Les libertés autrui, la paix, le respect de l'autre, etc. Et de ce point de vue-là, l'islamisme est un totalitarisme qui vise à imposer au nom d'une vision rétrograde et rigoriste une religion qui, dans le temps long de son histoire, a porté aussi la démonstration de sa capacité à être pratiquée dans la tolérance, y compris l'amour des arts, des lettres, de la poésie, de la musique, etc., tout ce que les islamistes haïssent. La dénaturation de cette religion dans une conception rétrograde, réactionnaire et dans une lecture littéraliste des principes de cette religion aboutit à une pression constante exercée par les islamistes, d'abord sur les musulmans, pour qu'ils renoncent à la pratique de leur religion de façon apaisée. D'ailleurs, dans l'émergence des idéologies les plus radicales dans le monde musulman, le petit djihad et le grand djihad se distinguent par le fait que le grand djihad est un travail que l'on fait sur soi pour être vertueux dans la pratique de sa religion, et le petit djihad, paradoxalement, est le djihad que l'on mène à l'égard de ceux qui ne pratiquent pas la religion conformément aux principes des origines. Et le takfirisme est une idéologie qui contribuera à alimenter l'islamisme et qui vise à l'excommunication de tous les musulmans qui n'ont pas une pratique de la religion qui est conforme à la vision totale et totalitaire que les islamistes en ont. Et très tôt, l'islamisme va dans le temps long et ancien, l'histoire de la religion musulmane, procéder
à l'excommunication de ceux qui ne pratiquent pas la religion. Donc, comment faire pour combattre? On combat, bien entendu, par la loi, par les moyens d'État, mais on combat aussi politiquement le totalitarisme. Et cette idéologie, il faut mener ce combat sur tous les fronts. Il y a même des fois des sujets qu'on ne peut pas combattre sur le terrain du droit, sauf à prendre le risque de tout fracturer, mais qu'on doit mener absolument sur le terrain idéologique et politique, parce que le terrain idéologique et politique est parfois le terrain plus praticable pour mener la lutte contre le totalitarisme. Je vais prendre un exemple très concret. J'ai toujours considéré que ce qui se passait avec le Burkini devait être combattu, mais je n'ai jamais considéré que ce qui se passait avec le Burkini devait être combattu en accompagnant les arrêtés d'interdiction dont je savais qu'ils seraient cassés par le Conseil d'État et qui, s'ils devaient ensuite faire l'objet d'une loi, ne pourraient faire l'objet d'une loi que dans un contexte de débat constitutionnel difficile et occasionnant une fracturation de la société qui pouvait d'ailleurs conduire à ne pas pouvoir gagner la bataille sur le terrain idéologique. Donc il y a des choses, des combats qui doivent être menés sur le terrain politique de façon déterminée, claire, nette, sans la moindre ambiguïté, et des sujets qui doivent être menés sur le terrain juridique. Mais l'islamisme est un totalitarisme. Et il se distingue des autres courants de pensée par le fait qu'il considère, parce que c'est un totalitarisme, que les causes à ses yeux justes qu'il poursuit sont à ce point justes qu'elles peuvent sacrifier toutes les libertés fondamentales et tout principe de tolérance, d'altérité et de respect de l'autre. Et les premières victimes de ce processus sont les musulmans eux-mêmes, je le rappelle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, petite parenthèse, je ne confonds pas la lutte contre l'islamisme, contrairement à d'autres, avec l'islamophobie. Parce que lutter contre l'islamisme, c'est protéger les musulmans d'une pression qui s'exerce sur eux pour les empêcher de vivre leur religion en exerçant leur libre arbitre et en protégeant leur liberté. Si on est attaché à protéger les musulmans de France contre toutes les formes d'agression s'exerçant par eux, d'où qu'elles viennent, il faut commencer par lutter contre l'islamisme. C'est une confusion intellectuelle et idéologique absurde que de mettre sur le compte de la lutte contre l'islamisme une forme quelconque d'islamophobie. Si l'on est contre l'islamophobie, il faut lutter contre l'islamisme, parce que les premières victimes de l'islamisme sont les musulmans qui ont une conception apaisée de leur religion. Et ne pas dire aux musulmans de France qui ont cette conception apaisée de leur religion qu'on n'est pas dans cette confusion, c'est les exposer. Je me permets de le dire dans une université où ces sujets sont parfois en débat. C'est ma conviction profonde, mais ce n'est pas simplement ma conviction profonde. C'est aussi, je crois, une réalité qui résulte de ce que subissent nos compatriotes de confession musulmane dans certains quartiers lorsqu'ils sont soumis à la pression s'exerçant sur eux par les islamistes. Le rôle de la République, c'est de les protéger. Je vous rappelle qu'il y a un article qui doit être l'article 31 de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, qui est un article qui pose le principe que nul ne peut subir de pression en raison de la manière dont il vit sa religion. Et que le fait de faire subir à quiconque une pression pour lui imposer une religion ou une manière de la pratiquer est pénalement répréhensible. L'ordre républicain, c'est cela. Donc, il faut quand même, dans un contexte particulier, rappeler cela. Bien, merci beaucoup. On va prendre, je vois qu'il y a beaucoup de questions. On va prendre une seule et dernière question. Est-ce qu'il y a une étudiante qui puisse poser cette question? Voilà, parfait. Bonjour. Bonjour. C'est une question par rapport à la laïcité. Pourquoi on a tant de mal à faire comprendre, que ce soit au sein de notre société française, notre conception particulière de la laïcité, mais aussi dans les pays qui sont considérés comme de l'Occident. Par exemple, l'anglo-saxon a été beaucoup critiqué sur notre conception particulière pour nous de la laïcité et le droit au blasphème. Et donc, ça permettrait aussi de lutter contre le terrorisme via l'éducation, à faire comprendre qu'est-ce qu'on veut inculquer à nos concitoyens sur notre droit à la laïcité qui est aussi particulière chez nous. Voilà, merci.
D'abord, qu'est-ce que la laïcité? La laïcité, c'est la possibilité de croire ou de ne pas croire, et dès lors que l'on a fait le choix de sa religion, d'être garanti qu'on pourra la pratiquer librement. On peut faire le choix d'une religion, on peut aussi faire le choix de ne pas en avoir une. Nul ne peut se trouver contraint d'en choisir une en particulier, et dès lors qu'il en a choisi une par le libre arbitre, il doit être garanti qu'il sera protégé par l'État si des pressions devaient s'exercer sur lui, d'où qu'elles viennent. Bon. Et c'est parce que la laïcité est cela qu'elle est un principe de concorde, parce qu'elle permet à des religions de vivre ensemble, en dépit de ce qui peut les séparer, parce que les principes auxquels nous nous référons et qui permettent cette liberté de religion sont plus importants que ce qui nous sépare. Et moi, je n'ai eu de cesse, lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, de rappeler le contenu de cette notion, qui n'a pas besoin d'adjectif d'ailleurs pour être qualifiée. La laïcité n'a pas à être ouverte, elle n'a pas à être fermée, elle n'a pas à être ferme. La laïcité est un concept qui se suffit à lui-même, dont la signification est suffisamment forte et donne suffisamment de sens à ce qu'est notre nation pour qu'il ne soit pas nécessaire de la qualifier. Mais pendant toute la période où j'étais ministre de l'Intérieur, je n'ai cessé d'aller, lorsque l'opportunité s'en présentait, au contact de nos concitoyens, de toute confession, pour leur dire: vous avez la chance extraordinaire d'être dans un pays qui a su, contrairement aux pays de tradition anglo-saxonne, poser un creuset de valeurs dans lesquelles vous pouvez vous reconnaître, nonobstant ce que sont vos appartenances, et qui vous permettent de vivre ensemble dans votre singularité. Et si je suis très réfractaire à la montée de toutes les idéologies woke et autres, c'est parce que je ne souhaite pas, moi, que notre pays soit une juxtaposition de communautés. Et que le discours politique consiste à parler à une juxtaposition de communautés, généralement pour les séduire, comme autant de segments à ramener à soi. Je souhaite que l'on parle à la nation tout entière et que quand on parle aux communautés qui la constituent, on leur parle en leur disant: voilà le creuset de valeurs que nous avons en partage et qui permet à chacun de vivre sa singularité, mais sans ne rien perdre de l'altérité qui le relie à l'autre. C'est-à-dire, comme ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise, nous vivons nos singularités sereinement, sans que nos singularités ne finissent par nous opposer les uns aux autres, sans que nos singularités ne finissent par organiser la confrontation de tous contre tous. Cette conception de la laïcité, de l'universalisme, du vivre ensemble, de la nation comme le creuset de ce que nous constituons ensemble et qui nous conduit depuis très longtemps à vivre en paix, est un trésor français. Et l'universalisme que portent ces principes nous a conduits à tenir au peuple du monde, pour reprendre l'expression de François Mitterrand, le discours que les peuples du monde avaient appris à aimer de la France. Parce que dans beaucoup de pays dans lesquels il y avait des minorités opprimées, il y avait des catégories maintenues dans les fers ou dans le mépris ou dans l'asservissement, ces principes universels qui reposaient sur cette conception de la nation, de la République et de la laïcité, ont permis d'exporter des valeurs qui ont libéré bien des peuples des jougs dans lesquels ils se trouvaient maintenus. Les anglo-saxons ont une autre relation. Ils considèrent, notamment les États-Unis, pour des raisons qui résultent de leur construction historique, qu'un pays est une juxtaposition de communautés, que la reconnaissance de chacune de ces communautés dans sa singularité doit être le début et la fin de toute chose. Moyennant quoi, on finit avec Trump. Quand même. Parce qu'à la fin, quand une nation se pense comme une juxtaposition de communautés, la question de savoir ce qu'elle est, fondamentalement, se pose. Et ceux qui préemptent ces thèmes-là, lorsque la question se pose, sont généralement ceux qui sont les moins enclins à organiser la concorde, à faire vivre les principes démocratiques. Donc, beaucoup dans les pays anglo-saxons reviennent sur ce qu'étaient les schémas de construction de leur propre société et comprennent mieux, moi je l'ai vu dans les dialogues que j'ai pu avoir avec Theresa May, sur ce qu'est la conception universelle de la France, en comprenant, et de la laïcité, en comprenant les ressorts, l'utilité, les fondements.
puisque c'est la dernière question, je voudrais terminer, si vous en êtes d'accord, sur ce point, en exprimant une préoccupation qui va bien au-delà de ce que j'ai dit sur le terrorisme. Moi, je me suis mis en recul de la vie publique depuis quelques années, pour des raisons qui tiennent d'ailleurs au fait que certains travers de la politique que j'ai vus s'exprimer à l'époque où j'étais confronté dans mes responsabilités à tous les sujets que j'ai eu à traiter m'ont conduit à éprouver profondément le besoin de cette mise à distance. Et je vois un processus de tension dans la société française, d'abaissement de la parole publique, de montée de l'idéologie de la confrontation, de sacralisation de la transgression, de la disruption par rapport au fonctionnement des institutions, par rapport à la parole publique, considérée d'ailleurs comme une forme de génie politique, la disruption et la transgression, au détriment de ce qu'est la pondération, l'esprit de nuance, le nécessaire recul et la nécessaire sagesse qui permet de continuer à vivre ensemble quand il existe de fait des tensions qui peuvent tout emporter. La parole publique, d'ailleurs, notamment lorsqu'elle est portée par ceux qui ont les responsabilités les plus imminentes, doit se dispenser de créer la tension qui crée la confrontation, parce que sinon, lorsque la confrontation se produit, la possibilité par la parole publique la plus importante d'apaiser est plus difficile à organiser. Donc, rien n'est possible dans notre pays sans une éthique de la responsabilité. Rien n'est possible sans la réinterrogation des valeurs fondamentales de la République dont je viens de parler. Rien n'est possible en termes de vivre ensemble si nous continuons dans cette pente de confrontation, de tension, d'irrespect, de violence qui préside trop souvent au débat public. Et donc, vraiment, je suis dans une université, face à des étudiants qui ont toute la possibilité de dire ce que je pense n'est pas souhaitable et opportun. Vous avez le droit de penser tout le contraire de ce que je pense, mais c'est la raison pour laquelle j'ai le droit de vous dire ce que je pense. C'est aussi le Trésor français. Et donc, je m'autorise à vous dire qu'il y a un risque de confrontation et de basculement, et qu'il appartient à chacun d'entre nous d'éviter que cela ne se produise. Et que c'est de haute urgence démocratique et républicaine que chacun prenne conscience de cela pour que nous puissions continuer à vivre des soirées comme celles que nous avons vécues. Chacun pense ce qu'il veut. Ou un ministre est interpellé au motif qu'il n'a pas pris la bonne décision au bon moment et que sa pensée n'était pas bien orientée. Et le tout dans un respect où chacun écoute la position de l'autre. C'est ça la République et c'est ça la France. Et c'est ça le sens de notre nation. Bien, merci beaucoup, Monsieur Cazeneuve, pour cette intervention qui va donc clôturer ce colloque. Je vous laisse juste écouter Madame Lucie Villers-Darbois, qui est présidente de Polygone, qui aimerait conclure ce colloque avec un petit discours. Merci Ulysse. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de l'Université, Monsieur Cazeneuve, bonjour. Quelle lourde tâche que de prendre la parole après vous. Quelques mots pour conclure le colloque. Je serai bref, c'est promis. C'est un véritable honneur pour notre association Polygone d'avoir organisé cet événement, des plus passionnants, comptant 4 conférences, une dizaine d'intervenants et pas moins de 1300 spectateurs. Nous devons ce résultat à l'éminente qualité des participants, qui sont des spécialistes du sujet et qui affrontent cette froide réalité dans leur quotidien. Ce thème, le terroriste, malmené, rudoyé, galvaudé dans notre société, apparaît comme plus complexe, moins manichéen. Les conférences et les débats qui se sont succédés tout au long de cette semaine ont, je l'espère tout du moins, répondu aux objectifs que nous nous étions fixés. Aussi, j'ai été frappée, comme vous tous, je l'espère, par la richesse et la variété des interventions qu'entoure le terrorisme. Sujet parfois difficile à aborder car chargé en émotions, nous souhaitons, in fine, que ces débats universitaires, comme ce fut le cas ici, permettent de mieux comprendre et de mieux appréhender ce sujet délicat dans notre société. Merci à vous, Monsieur Cazeneuve,
de vous être déplacé jusqu'à l'université Jean Moulin, Lyon 3, pour nous exposer votre expérience. Ce fut un grand honneur. Merci à tous les conférenciers qui ont été d'une grande maîtrise du sujet et ont rendu les discours compréhensibles de tous. Merci également à nos partenaires, associations et institutions pour leur investissement et leur aide, et tout particulièrement merci à Madame Gurdebeg, sans qui ce colloque n'aurait pas eu cette qualité. Enfin, merci à tous les bénévoles de Polygone avec lesquels nous aurions démontré que jeunesse est aussi et surtout vecteur de curiosité et de dynamisme. Au nom de Polygone, nous espérons que ce panel aura répondu aux questions que vous aviez et aura fait germer dans vos esprits de nouvelles réflexions afin de participer et construire à notre société de demain. Enfin, toujours dans un élan et de cette volonté de dynamiser la vie étudiante lyonnaise, la semaine prochaine, nous aurons l'honneur de recevoir Madame Corinne Luquiens, juge au Conseil constitutionnel, pour une fois de plus nous partager son expérience et son point de vue quant aux institutions politico-juridiques françaises. Voilà, merci encore, merci à vous, merci à tous, et je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous donne rendez-vous, dans l'Éditorium Malraux pour une séance de dédicace avec le nouveau livre de M. Cazeneuve. Merci beaucoup.